plan d'action national de lutte contre la désertification, il procède de l'une des 3 grandes conventions des Nations Unies du sommet de la Terre de Rio de 1992. Le Maroc est l'un des premiers signataires de ces conventions, donc à Paris en 1996. Et à partir de ce moment-là, donc, il y a eu l'élaboration de ce plan d'action national et qui s'adresse principalement au phénomène de la désertification dans le sens le plus large du terme, c'est-à-dire dans sa définition universelle. Ça n'est pas uniquement l'ensablement, mais c'est toutes les dégradations, les déséquilibres des écosystèmes, quels qu'ils soient. L'érosion, la perte en productivité, la salinité des sols, la perte en biodiversité, tout ceci se range dans le cadre de la lutte contre la désertification. Cela veut dire qu'il y a plusieurs partenaires. Il y a bien entendu le Haut-Commissariat, mais tous les autres partenaires, et avec lesquels il y a eu la construction de ce plan d'action national, et qui a donné des résultats importants, notamment au niveau de la lutte contre l'érosion, au niveau de l'économie d'eau, au niveau de la préservation des sols, au niveau de la protection des bassins versants, au niveau de la biodiversité. Donc il y a beaucoup de déclinaisons qui ont donné de bons résultats. Et après 10 années d'exercice, en 2011, donc il s'est avéré nécessaire d'actualiser ce plan d'action, parce qu'il fallait d'abord intégrer les nouvelles données, parce que nous savons que la connaissance de la dynamique des écosystèmes est extrêmement complexe. Et donc on a capitalisé sur une dizaine d'années d'exercice, ce qui nous a permis de faire une version actualisée et qui a été construite sur une méthodologie qui est absolument rigoureuse, et les techniques scientifiques, et qui donne, par exemple, pour la classification des écosystèmes marocains, le découpage du royaume en 8 écorégions. L'écorégion, ce sont des espaces qui obéissent à des situations qui sont relativement homogènes. Donc ça nous permet d'avoir des indicateurs fiables, à la fois pour construire les politiques publiques, pour les apprécier en cours d'exercice, et en même temps pour évaluer leur pertinence, leur efficacité à la fin de chaque exercice. Donc ces écorégions constituent une approche, c'est un modèle qui est actuellement largement suivi, notamment dans le bassin méditerranéen, et qui nous a permis donc de travailler sur des méthodologies et qui permettent d'avoir de nouveaux modes de développement, de nouveaux modèles de développement durable. Vous savez, pour les slogans annuels, chaque année il y a un slogan. Mais en fait, le débat de fond reste celui de la désertification d'une façon générale. L'action n'est pas unidirectionnelle. On ne peut pas dire qu'en sensibilisant, on va limiter la désertification. Donc c'est un package, c'est un global qui doit être traité. D'abord, au niveau des modèles de développement, comme je viens de le dire. Il faut qu'il y ait des modèles de développement qui permettent de travailler dans la durabilité. C'est-à-dire de ne pas traiter uniquement l'eau ou la terre comme des thématiques, ou comme des produits, ou comme des ressources. Il faut les traiter non pas seulement sur un plan sectoriel, agriculture, industrie, urbanisation, tourisme, mais surtout sur un plan territorial. C'est-à-dire, j'ai parlé tout à l'heure des écorégions. Chaque écorégion a ses potentiels, a ses fragilités, et il convient de fabriquer des modèles de développement qui tiennent compte de ces éléments. Il ne s'agit pas de construire des plans de développement sectoriels dans l'exiguïté des ressources. Parce que quand vous faites les plans sectoriels, quand vous faites la somme des besoins de l'agriculture, la somme des besoins de l'urbanisation, du tourisme, de l'industrie, vous n'avez pas cette eau. Cette eau, elle n'existe pas. Donc il est urgent d'inverser actuellement la logique, celle qui consiste à dire que l'intégration, c'est une forme de convergence de plans sectoriels. C'est une démarche qui est fausse. C'est une démarche qui doit être inversée en partant d'une réflexion globale sur le territoire
et les plans sectoriels viennent après comme déclinaison de cette vision sectorielle. C'est celle-là qui permet d'aller vers le développement durable. Le deuxième élément, c'est effectivement celui des spéculations et des comportements d'abord des producteurs d'une façon générale. Alors le Maroc d'abord a une expérience dans le domaine. Je venais de dire tout à l'heure tous les efforts qui ont été faits dans les bassins versants, les barrages, la mobilisation des ressources hydriques, la biodiversité, la stabilisation des dunes continentales et côtières. Donc il y a un bilan. Il y a aussi une approche rationnelle. Je viens de parler du plan d'action national de lutte contre la désertification, notamment avec cette méthodologie novatrice que sont les écorégions. Et troisièmement, le Maroc a un rôle important puisqu'il se trouve que je suis en même temps actuellement président de l'Observatoire du Sahel et du Sahara, qui regroupe 22 pays qui entourent donc le Sahara et le Sahel, et en même temps une douzaine d'organisations internationales qui sont déjà constituées, le SILS, l'IGAD, le SENSAD, la Muraille Verte, le lac Tchad, etc. Et le Maroc, donc, dans cette situation, avait proposé une feuille de route donc, au sommet des chefs d'État africains et aux chefs de gouvernement africains, donc à Marrakech, une feuille de route dans laquelle il y a des initiatives qui traitent cet aspect, notamment le 3S, c'est-à-dire stabilité, sécurité, soutenabilité, et qui part d'un certain nombre d'observations majeures, c'est que la dégradation des terres est un phénomène qui attente à la sécurité et à la stabilité des pays et des populations.